Vous pensez connaître votre famille? Vraiment? Vous pensez connaître les gens avec qui vous avez grandi, partager des repas, célébrer des Noëls? J'ai cru la même chose. Jusqu'au jour où j'ai découvert que les personnes qui m'étaient les plus chères me cachaient la plus sombre des trahisons. Mon histoire est celle d'une femme qui a tout perdu, son mari, sa famille, et même ses souvenirs. Mon mari est mort, me laissant seule et dévastée. Quelques mois plus tard, ma propre sœur a organisé une fête et a annoncé devant tous que son nouveau-né était de mon mari, exigeant la moitié de mon héritage. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que mon mari avait un terrible secret qui allait tout faire exploser. Avant de plonger dans les détails de ce cauchemar, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. Savoir que nous sommes connectés, malgré les distances, me donne de la force. Maintenant, laissez-moi tout vous raconter depuis le début. Il y a 7 mois, ma vie était simple. J'avais 33 ans, un mari que j'adorais, Maxime, et une maison charmante à Écully, dans la banlieue chic de Lyon. Nous avions des projets. Des projets simples, comme ceux de millions de couples. Nous parlions de voyage, de rénover la cuisine, et parfois, à voix basse, d'un enfant qui viendrait peut-être un jour combler le silence de notre grande maison. Maxime était mon pilier, mon meilleur ami, mon tout. Il était directeur commercial pour une grande entreprise de logiciels, un travail qui l'amenait souvent à voyager. Moi, je travaillais dans une agence de marketing en centre-ville. Notre vie était réglée, confortable, heureuse. Puis, un mardi soir pluvieux de novembre, tout a basculé. Maxime rentrait d'un déplacement professionnel à Paris. Je l'attendais pour dîner. J'avais préparé son plat préféré, un bœuf bourguignon qui mijotait depuis des heures. L'horloge tournait. 20 heures. 21 heures. Je commençais à m'inquiéter. J'ai appelé son portable. Messagerie. J'ai réessayé. Encore la messagerie. Une boule froide a commencé à se former dans mon estomac. Et puis, le téléphone a sonné. Pas son numéro. Un numéro inconnu. Au bout du fil, une voix grave et hésitante de gendarme a prononcé les mots qui ont fait voler mon monde en éclats. Accident. Autoroute A6. Grave. Nous sommes désolés, Madame Chastain. Je ne me souviens pas de grand-chose des jours qui ont suivi. C'est un brouillard de larmes, de paperasse et de visages compatissants. Le corps de Maxime était trop abîmé pour des funérailles à cercueil ouvert. Cette simple phrase a été d'une violence inouïe. L'homme que j'avais embrassé le matin même n'était plus qu'un souvenir. Les funérailles ont été une épreuve. J'étais là, debout, recevant les condoléances, mais mon esprit était ailleurs. J'étais une automate. Maxime, toujours prévoyant, m'avait laissé à l'abri du besoin. La maison était payée, nous avions un appartement en location dans le quartier de la Presqu'île qui nous assurait un revenu complémentaire, et une somme conséquente à la banque. J'aurais pu arrêter de travailler. Mais la pensée de rester seule, à errer dans cette maison silencieuse, me terrifiait. J'ai donc choisi de reprendre mon poste à mi-temps, juste pour avoir un but, une raison de sortir du lit le matin. J'ai trouvé un peu de réconfort dans un groupe de soutien pour personnes endeuillées. Chaque jeudi soir, je m'asseyais en cercle avec des inconnus qui comprenaient ce poids sur ma poitrine, cette douleur sourde qui ne me quittait jamais. Partager mon histoire, même à voix basse, me soulageait un peu. Je parlais de Maxime, de nos rires, de nos rêves brisés. La plus grande surprise, cependant, est venue de mes parents. Durant toute mon enfance, j'avais grandi dans l'ombre de ma petite sœur, Élise. Elle était l'artiste, la solaire, celle qui captait toute la lumière. Mes succès scolaires n'avaient jamais vraiment pesé lourd face à ces spectacles de danse. Mais après la mort de Maxime, quelque chose a changé. Ma mère m'appelait tous les jours. Mon père prenait de mes nouvelles. Il m'invitait à dîner chaque dimanche. Pour la première fois de ma vie, je me sentais vue. Pour les remercier et pour solidifier ce lien nouveau, j'ai décidé de leur virer 2500 € chaque mois. C'était une façon pour moi de prendre soin d'eux, de leur montrer ma gratitude. Ils ont protesté, mais ont fini par accepter. Ces dîners du dimanche sont devenus ma bouée de sauvetage. Ma mère cuisinait les plats de mon enfance, mon père me servait un verre de vin,
et nous parlions. Vraiment. Ils s'intéressaient à mon travail, à mes projets. Je me sentais enfin importante à leurs yeux. Je pensais que, dans cette tragédie, j'avais au moins retrouvé mes parents. Mais je ne savais pas encore que ce n'était que le début du cauchemar. La routine fragile que j'avais commencé à construire s'est brisée un dimanche soir, environ 5 mois après la mort de Maxime. J'étais chez mes parents, savourant le rôti dominical, quand la sonnette a retenti. Ma mère s'est levée avec un grand sourire. Oh, c'est Élise. Quelle surprise! Ma sœur est entrée, et comme toujours, elle a aspiré tout l'air de la pièce. Elle était enceinte de 8 mois, son ventre rond moulé dans une robe élégante qui devait coûter une fortune. Je ne l'avais pas vue depuis les funérailles, où elle était restée étrangement distante. Depuis des années, nos relations étaient polies mais froides. Elle vivait sa vie de bohème à Paris, enchaînant les petits boulots et les projets artistiques éphémères, tandis que je construisais ma vie rangée à Lyon. Instantanément, la dynamique a changé. J'ai cessé d'exister. Élise, ma chérie, assieds-toi. Tu dois être fatiguée, s'est exclamée ma mère, en me poussant légèrement pour lui faire de la place sur le canapé. Tes pieds sont gonflés? Veux-tu un coussin? Un verre d'eau? Mon père, qui quelques minutes plus tôt me questionnait sur une campagne marketing, s'est précipité pour lui servir un jus de fruits frais. Le vieux sentiment d'être la deuxième, l'invisible, m'a envahi avec une violence surprenante. La douleur était si familière, si aiguë. Pendant le dîner, toute la conversation tournait autour d'elle et de sa grossesse. J'ai essayé de m'intégrer. Alors, c'est pour bientôt, ai-je demandé, en essayant de paraître enjouée. Dans quelques semaines, a-t-elle répondu sans me regarder. J'ai insisté, essayant de briser la glace. Et le papa? Il doit être impatient. Le visage d'Élise s'est durci. Elle a posé sa fourchette. Ça ne regarde que moi, Chloé, a-t-elle lâché d'un ton sec. Un silence glacial s'est installé. Ma mère est immédiatement montée au créneau pour la défendre. Chloé, ne sois pas si indiscrète. Ta sœur n'a pas à se justifier. Son ton était réprobateur, comme si j'avais commis un crime. Pourtant, je me souvenais très bien de leurs questions incessantes quand Maxime et moi essayions d'avoir un enfant. Chaque mois, c'était le même interrogatoire. Alors, des nouvelles? Tu devrais essayer ci, tu devrais faire ça. Avec moi, leur curiosité était sans limite. Avec Élise, sa vie privée était soudainement un sanctuaire. Plus tard, alors que je l'aidais à débarrasser la table, j'ai tenté une approche plus douce. Élise, je m'inquiète juste pour toi. Un bébé, ça coûte cher. Comment vas-tu gérer toute seule? Elle s'est retournée, et j'ai vu ce sourire. Ce sourire suffisant que je connaissais par cœur. C'était le même sourire qu'elle avait eu avant de lancer son bar à smoothie qui a fait faillite en 3 semaines, ou avant de perdre toutes ses économies dans une arnaque aux crypto-monnaies. Ne t'en fais pas pour moi, Chloé, a-t-elle dit en tapotant son ventre. Mon bébé et moi, nous ne manquerons de rien. De personne. Il y avait une assurance dans sa voix, une arrogance qui m'a glacé le sang. Mon père, qui avait entendu la conversation, a renchéri avec fierté, ça, c'est ma fille. Elle retombe toujours sur ses pieds. J'ai avalé ma bouchée de gâteau, mais elle avait un goût amer. Le goût de l'injustice. Le goût de n'être jamais assez bien. En les regardant, suspendus aux lèvres d'Élise, j'ai eu une pensée fugace, certaines choses ne changent vraiment jamais. J'étais redevenue la spectatrice de la vie parfaite de ma sœur. Je l'ai regardée droit dans les yeux et elle a dit avec une confiance glaciale, « Ne t'inquiète pas pour moi. Cette fois, tout va se passer exactement comme prévu. » Si seulement j'avais compris la menace qui se cachait derrière ces mots. Les semaines qui ont suivi ce dîner ont été silencieuses. Élise était repartie à Paris et la vie avait repris son cours. Les dîners dominicaux avec mes parents avaient perdu de leur chaleur. La conversation semblait forcée, et je sentais une distance s'installer à nouveau entre nous. Je mettais ça sur le compte de la grossesse d'Élise qui les préoccupait, sans imaginer une seconde la vérité monstrueuse qui se cachait derrière leur attitude. Puis, un matin d'avril, mon téléphone a sonné. C'était Élise. J'ai hésité à répondre. Nos conversations étaient rares et souvent tendues.
Mais une étrange intuition m'a poussé à décrocher. Sa voix était mielleuse, un ton qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait quelque chose. Chloé. Comment vas-tu, a-t-elle commencé, comme si nous étions les meilleurs amis du monde. Écoute, j'organise ma baby shower le week-end prochain. Chez papa et maman. Ce serait vraiment génial si tu pouvais venir. J'étais stupéfaite. Une invitation? De la part d'Élise? La dernière fois qu'elle m'avait invitée à quoi que ce soit, c'était pour son exposition de peinture 10 ans plus tôt, et seulement parce qu'elle avait besoin de quelqu'un pour tenir le bar. Tu es sûre, ai-je demandé, incapable de masquer ma surprise. Bien sûr que je suis sûre. Tu es ma seule sœur, a-t-elle répondu avec un rire qui sonnait faux. Ce ne serait pas pareil sans toi. Et puis, j'ai une annonce spéciale à faire. Ce dernier commentaire a fait naître un nœud dans mon estomac. Mais j'ai chassé ce mauvais pressentiment. Peut-être qu'elle voulait vraiment faire un effort. Peut-être que la maternité l'avait changé. D'accord, je serai là, ai-je répondu, déjà en train de penser à un cadeau pour mon futur neveu ou nièce. Le dimanche suivant, je suis arrivée chez mes parents. La maison était méconnaissable, transformée en une explosion de roses et de bleu pastel. Il y avait des ballons partout, des guirlandes, et un gâteau de couche à 3 étages qui trônait au milieu du salon. Élise avait toujours eu le sens du spectacle. La moitié de la ville semblait être là, des tantes, des cousines, les amies de bridge de ma mère, d'anciennes copines de fac d'Élise. Elle m'a accueillie avec une étreinte rapide et un sourire éclatant. Elle était magnifique dans une robe de maternité de créateur. Mais quelque chose dans son regard me mettait mal à l'aise. Elle me regardait avec une intensité étrange, presque prédatrice. Nous avons joué aux jeux habituels des baby showers, devinez le tour de taille, le jeu des petits pots, la course de changement de couche sur des poupées. J'ai essayé de me détendre, de participer. J'ai même gagné le jeu du tour de taille, ce qui a semblé agacer Élise pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne retrouve son sourire parfait. Puis est venu le moment d'ouvrir les cadeaux. Élise était assise sur une chaise qui ressemblait à un trône, déballant chaque paquet avec des « oh » et des « exagérés ». Elle est arrivée à mon cadeau. Un babyphone dernier cri et une couverture en cachemire que j'avais choisi avec soin. « Oh, c'est adorable », a-t-elle dit, en posant la couverture sur la pile de cadeaux sans un regard de plus. Une fois tous les paquets ouverts, elle s'est levée. Lentement. Elle a pris une coupe de champagne, sans alcool, bien sûr, et a tapoté dessus avec son ongle. Le brouhaha des conversations s'est tu. Toutes les têtes se sont tournées vers elle. Mon cœur battait la chamade. Elle a posé une main sur son ventre, a balayé la pièce du regard, et ses yeux se sont posés sur moi. Il est temps que tout le monde sache qui est le père, a-t-elle déclaré, sa voix résonnant dans le silence. Le silence dans la pièce était total. On aurait pu entendre une mouche voler. 30 paires d'yeux étaient fixés sur ma sœur, suspendus à ses lèvres. Mon propre souffle s'est bloqué dans ma poitrine. Élise a savouré cet instant, ce pouvoir qu'elle avait sur nous tous. Elle m'a regardé droit dans les yeux, un petit sourire cruel flottant sur son visage. Et à cet instant précis, avant même qu'elle ne prononce le nom, j'ai su. Une certitude glaciale, irrationnelle, m'a envahi. Mais le savoir ne m'a pas préparé au choc des mots. Le père de mon bébé, a-t-elle annoncé d'une voix forte et claire, c'est Maxime Chastain, le défunt mari de ma sœur. Le monde a basculé. Un grondement sourd a envahi mes oreilles. Les visages autour de moi se sont transformés en masques d'horreur et de stupéfaction. J'ai vu ma tante Caroline porter la main à sa bouche. J'ai entendu les chuchotements choqués des amis de ma mère. Chaque murmure était comme une aiguille plantée dans ma peau. Mais le pire, le plus insoutenable, n'était pas la réaction des invités. C'était l'absence de réaction sur les visages de mes parents. Ils se tenaient un peu en retrait, et sur leurs traits, il n'y avait aucune surprise. Juste une sorte de calme résigné. Ils savaient. Cette pensée m'a frappé avec la force d'un coup de poing. Avant que je puisse dire un mot, avant que je puisse hurler ou m'effondrer, Élise a continué son monologue venimeux. Maxime allait quitter Chloé pour moi. Nous étions amoureux. Nous avions des projets. Elle s'est tournée vers moi, son regard brillant d'une fausse tristesse. L'accident a tout détruit. Mais il m'a laissé le plus beau des cadeaux.
Elle a caressé son ventre. Et puisque ce bébé est le seul et unique héritier de Maxime, il a droit à la moitié de tout ce qu'il a laissé. La maison, l'appartement, l'argent. C'est la loi. Mon fils mérite l'héritage de son père. La nausée m'a submergée. Je me suis agrippée au dossier d'une chaise pour ne pas tomber. Ma voix est sortie, rauque, à peine un murmure. Tu mens? Vous mentez tous. C'est à ce moment-là que mes parents sont sortis de l'ombre. Ils se sont avancés et se sont placés de chaque côté d'Élise, comme des gardes du corps. Mon père m'a regardé, non pas avec pitié, mais avec une froide sévérité. Chloé, arrête ton cinéma. Tu dois faire ce qui est juste. Cet enfant est ton neveu. Il est le fils de Maxime. Il a des droits. Comment osez-vous, ai-je réussi à articuler, les larmes brouillant ma vue. Le sourire d'Élise est devenu glacial. Tu veux des preuves, Chloé? Très bien. Elle a sorti son téléphone. Elle l'a brandi devant mon visage. Et là, mon monde s'est écroulé une seconde fois. Des photos. Maxime et Élise, s'embrassant passionnément dans ce qui ressemblait à une chambre d'hôtel. Maxime et Élise, main dans la main dans un restaurant que je ne connaissais pas. Des dizaines de photos. Et puis des captures d'écran de leur conversation. Des « je t'aime ». Des promesses. Des plans d'avenir. Je vais lui dire bientôt. Je ne supporte plus de lui mentir. C'est toi que je veux. Les dates remontaient à plus d'1 an. 1 an. Pendant que je subissais des traitements de fertilité douloureux et humiliants, mon mari et ma sœur planifiaient leur vie dans mon dos. Je n'ai plus réfléchi. Mon corps a bougé tout seul. J'ai attrapé mon sac, bousculé les invités médusés et j'ai couru. J'ai couru hors de cette maison, hors de cette fête, hors de cette vie qui n'était qu'un mensonge. En reculant dans l'allée, j'ai vu leurs 3 visages à la fenêtre, unis, comme une meute. J'étais seule. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le mot « famille » pouvait être le plus grand des mensonges. À vous qui m'écoutez, que feriez-vous à ma place? Comment réagiriez-vous face à une telle trahison de la part de votre propre sang? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai besoin de savoir que je ne suis pas folle de ressentir une telle rage. Le trajet du retour a été un cauchemar réveillé. Les images des photos et des messages tournaient en boucle dans ma tête, chaque mot, chaque sourire étant un nouveau coup de poignard. En arrivant chez moi, dans cette maison qui était autrefois notre sanctuaire, je me suis sentie comme une étrangère. Chaque objet, chaque cadre photo sur le mur me hurlait leur trahison. Notre photo de mariage sur la cheminée me narguait. Le sourire de Maxime sur cette photo me paraissait maintenant faux, diabolique. J'ai arraché le cadre et l'ai fracassé contre le mur. Le bruit du verre brisé a été une maigre satisfaction. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des messages de mes parents. Chloé, sois raisonnable. Nous devons parler. Pense à l'enfant. Je les ai ignorés. Puis un appel. C'était ma mère. Poussée par une pulsion de masochisme, j'ai décroché. Chloé, ma chérie, a-t-elle commencé d'une voix doucereuse. Je sais que c'est un choc. Un choc, ai-je hurlé dans le combiné. Un choc? Depuis quand le saviez-vous? Il y a eu un silence. Un long silence qui en disait plus que 1000 mots. Puis mon père a pris le téléphone. Sa voix était froide, pragmatique. Nous le savons depuis quelques mois avant l'accident, Chloé. Maxime est venu nous parler. Il était malheureux. Il allait te quitter. Il voulait faire les choses bien. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Il savait. Pendant tous ces mois, ils m'ont regardé pleurer mon mari. Ils m'ont prise dans leurs bras, m'ont dit que tout irait bien. Et pendant tout ce temps, ils acceptaient mon argent. Mon argent, gagné à la sueur de mon front, pendant qu'ils complotaient dans mon dos pour aider ma sœur à me voler tout ce qui me restait. Vous êtes des monstres, ai-je chuchoté, avant de raccrocher et de bloquer leur numéro. Ma première action a été d'ouvrir mon application bancaire et d'annuler le virement mensuel. C'était fini. Les jours suivants, j'ai sombré. Je ne sortais plus, je ne mangeais presque plus. Je me sentais salie, humiliée. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre.
Mon téléphone a été inondé d'appels et de messages de la famille, des amis. Certains me soutenaient, mais beaucoup étaient gênés, ne sachant que dire. D'autres, j'en suis sûre, prenaient le parti d'Élise. La pauvre, elle a perdu l'amour de sa vie et se retrouve seule avec un bébé. Mais le pire était encore à venir. Un matin, en arrivant au bureau, j'ai senti que l'atmosphère avait changé. Mes collègues évitaient mon regard. J'ai entendu des chuchotements près de la machine à café. Puis, une de mes collègues, avec qui je m'entendais bien, est venue me voir, l'air embarrassé. « Chloé, je suis désolée, mais ta sœur a appelé. » Quoi? Oui, elle a appelé notre patron, Stéphane. Elle a dit qu'elle était très inquiète pour toi, que tu étais instable psychologiquement depuis la mort de Maxime, que tu tenais des propos incohérents et que tu avais besoin d'aide. La rage m'a aveuglée. Non seulement elle voulait me détruire personnellement et financièrement, mais elle s'attaquait maintenant à ma vie professionnelle. Elle voulait me faire passer pour folle, pour me discréditer. C'était une stratégie diabolique. Plus tard dans la journée, Stéphane m'a convoqué dans son bureau. J'y suis allée la peur au ventre, persuadée qu'il allait me licencier. Je me suis assise, les mains tremblantes, prête à entendre le pire. Mon monde s'était déjà écroulé, que restait-il à perdre? J'ai regardé mon patron, les larmes aux yeux, attendant le coup de grâce. Mais ce que Stéphane a dit ensuite m'a laissé sans voix et a changé la donne. Stéphane m'a regardé avec une expression bienveillante, ce qui m'a surprise. Je m'attendais à de la méfiance, peut-être même de la pitié, mais son regard était empreint d'un respect sincère. Il a joint ses mains sur son bureau. « Chloé » a-t-il commencé d'une voix calme. « J'ai reçu un appel de votre sœur ce matin. » J'ai hoché la tête, incapable de parler, sentant les larmes monter. « Je suis désolée, Stéphane. Je ne sais pas ce qu'elle vous a raconté, mais... » Il m'a interrompu gentiment. Elle m'a dit qu'elle était très inquiète pour votre santé mentale. Elle a utilisé les mots « dépression sévère » et « comportement erratique ». Elle a suggéré que vous n'étiez plus en état de gérer vos responsabilités. Il a fait une pause, me laissant absorber le choc de ses mots. « Chloé, je vous connais depuis 5 ans. Je sais la qualité de votre travail. Je sais aussi la tragédie que vous avez traversée. Et pour être tout à fait honnête, ce que votre sœur a fait ressemble plus à une tentative de sabotage qu'à une véritable inquiétude. » Le soulagement qui m'a envahi était si intense que j'ai fondu en larmes. Pour la première fois depuis des jours, je ne me sentais pas complètement seule. Quelqu'un me croyait. Stéphane m'a tendu une boîte de mouchoirs. « Je ne crois pas un mot de ce qu'elle a dit, a-t-il poursuivi. Mais je vois que vous êtes à bout. Ce que je vais vous proposer, c'est un congé payé. Prenez 1 mois, 2 mois, le temps qu'il vous faudra pour régler tout ça. Votre poste vous attendra à votre retour. Personne ici ne vous jugera. Occupez-vous de vous, c'est le plus important. » La générosité de son offre m'a submergée. Ce jour-là, j'ai quitté le bureau avec un sentiment de gratitude immense, mais aussi avec la certitude que je devais me battre. La méchanceté d'Élise m'avait donné une nouvelle raison de ne pas sombrer. Les semaines suivantes, je me suis terrée chez moi. Je ne répondais plus au téléphone, je faisais livrer mes courses. J'avais besoin de ce temps pour digérer, pour pleurer toutes les larmes de mon corps. Puis, un matin, une grande enveloppe en tête d'un cabinet d'avocats est arrivée. C'était la notification officielle. Élise me poursuivait en justice pour obtenir la moitié de la succession de Maxime. Le document était froid, clinique. Il listait tout, la maison, l'appartement, les comptes en banque. Elle voulait la moitié de ma vie. J'ai su que je ne pouvais plus rester prostrée. J'ai passé 2 jours à rechercher les meilleurs avocats de Lyon spécialisés en droit de la famille et des successions. J'ai fini par prendre rendez-vous avec Maître Dubois, un homme réputé pour sa ténacité. Le jour du rendez-vous, alors que je me préparais à sortir, j'ai reçu un appel d'un numéro masqué. D'habitude, je ne répondais pas, mais quelque chose m'a poussé à le faire. « Allô ?» Une voix de femme, âgée, douce mais empreinte d'une certaine fermeté, a répondu. « Est-ce que je parle bien à Chloé Chastain ? » « Oui, c'est moi. »« Qui est à l'appareil ? » ?»« Mon nom ne vous dira probablement rien. Je m'appelle Hélène Bernard.
Je suis la mère de Maxime. Le téléphone m'a presque glissé des mains. J'ai dû m'agripper au plan de travail de la cuisine pour ne pas tomber. C'est impossible, ai-je bafouillé. Maxime était orphelin. Ses parents sont morts dans un accident de voiture quand il était enfant. La femme à l'autre bout du fil a eu un petit rire triste. J'ai bien peur que ce soit un autre des mensonges de mon fils, ma chère. J'ai vu l'avis public concernant le litige de succession dans le journal local en ligne. Il y a des choses que vous devez savoir. Des choses qui pourraient tout changer. La mère de Maxime? Mais Maxime m'avait toujours dit que ses parents étaient morts dans un accident quand il était enfant. Un autre mensonge. J'ai accepté de la rencontrer le lendemain, le cœur rempli d'un mélange de peur et d'un infime espoir. Le lendemain, je me suis rendue au petit café que nous avions choisi, un endroit discret dans le Vieux-Lyon. J'étais en avance, les mains moites, l'estomac noué. Chaque scénario possible se bousculait dans ma tête. Et si c'était un piège? Une autre manipulation orchestrée par ma sœur? J'étais devenue si méfiante. Puis, une femme est entrée. Je l'ai reconnue instantanément, même si je ne l'avais jamais vue. Elle avait les yeux de Maxime. Le même regard bleu profond, intense. Elle avait la même façon de se tenir, droite et digne. Elle s'est approchée de ma table avec un sourire triste. Chloé. Je suis Hélène. Nous nous sommes assises, et un silence s'est installé. C'est elle qui l'a brisé. J'étais aux funérailles, a-t-elle dit doucement. J'étais au dernier rang. Je n'ai pas osé venir vous parler. Maxime et moi ne nous étions pas parlé depuis plus de 10 ans. Je me suis souvenu d'une femme élégante, le visage caché par une voilette, qui était partie avant la fin. À l'époque, j'étais trop consumée par mon chagrin pour y prêter attention. Pourquoi, ai-je demandé, ma voix à peine audible. Pourquoi m'a-t-il menti? Hélène a soupiré. Maxime avait une relation compliquée avec la vérité. Notre dispute, celle qui a causé notre rupture, elle concernait un secret qu'il voulait enfouir à tout prix. Elle a ouvert son sac à main et en a sorti une vieille enveloppe en papier craft, cornée par le temps. Elle l'a fait glisser sur la table vers moi. Je pense que ceci vous appartient, d'une certaine manière. J'ai entendu parler de ce que votre sœur essaie de faire. Mon fils a causé assez de tort. Je ne laisserai pas une autre femme souffrir à cause de ces mensonges. Mes mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. À l'intérieur se trouvaient des documents officiels. Des résultats d'analyse médicale de l'hôpital Édouard Herriot, datant d'il y a 11 ans, juste un an avant que Maxime et moi ne nous marions. J'ai parcouru le document, mes yeux s'arrêtant sur des termes médicaux que je ne comprenais que trop bien après mes propres années de lutte. Puis, je suis arrivée à la conclusion. 3 mots, écrits en lettres capitales, qui ont fait l'effet d'une bombe. Azoospermie complète. Stérilité permanente. Le sang a quitté mon visage. Je n'arrivais plus à respirer. Stérile. Maxime était stérile. Il le savait depuis le début. Il le savait depuis 11 ans. Je me suis revue, assise dans les cabinets de gynécologues, subissant des tests, des examens, des prises de sang. Je me suis revue en train de m'injecter des hormones dans le ventre, le corps couvert de bleu. Je me suis revue en train de pleurer dans ses bras après chaque test de grossesse négatif, en lui disant « Je suis désolée, c'est de ma faute ». Et lui, il me tenait, me caressait les cheveux et me disait « Ne t'inquiète pas, mon amour, nous y arriverons ». Il me regardait souffrir, il me laissait porter toute la culpabilité, en sachant qu'il était la raison pour laquelle nous n'aurions jamais d'enfant. La trahison de sa liaison avec ma sœur était immense. Mais cette trahison-là, elle était d'une cruauté inimaginable. C'était la destruction de plusieurs années de ma vie, de mon espoir, de mon corps. Il était dévasté quand il a appris la nouvelle, a murmuré Hélène, comme si elle lisait dans mes pensées. Il n'a jamais pu l'accepter. Il a refusé toute aide psychologique. Pour lui, c'était plus facile de m'effacer de sa vie et de construire une nouvelle réalité basée sur un mensonge. Je suis tellement désolée, Chloé. Je n'ai pas pu répondre. J'ai juste fixé le document, cette feuille de papier qui contenait à la fois la preuve de la plus grande fraude de ma vie, et peut-être, la clé de ma libération. Ce document n'était pas seulement la preuve de l'innocence de Maxime dans cette affaire de paternité.
C'était la clé pour exposer tous leurs mensonges. Armée de cette vérité, j'étais prête à me battre. Le jour de l'audience est arrivé. Le tribunal de grande instance de Lyon était un bâtiment imposant et intimidant. La salle d'audience était remplie d'une tension palpable. D'un côté, il y avait Élise, assise au premier rang, tenant son bébé dans ses bras. Elle avait l'air d'une madone en deuil, vêtue d'une simple robe noire, le visage pâle et sans maquillage, une performance digne d'une actrice oscarisée. À ses côtés, mes parents lui lançaient des regards protecteurs, me foudroyant du regard comme si j'étais l'ennemi public numéro 1. De l'autre côté, il y avait moi, avec mon avocat, Maître Dubois. Et assise discrètement quelques rangs derrière, Hélène, ma seule alliée dans cette épreuve. L'avocat d'Élise a commencé. Il a brossé un tableau pathétique de sa cliente, une jeune femme éperdument amoureuse, trahie par la mort, se battant seule pour l'avenir de son enfant, le fils unique du défunt Maxime Chastain. Il a présenté les photos, les messages, comme des preuves irréfutables de leur grand amour. Chaque mot était une insulte. Puis, Élise a été appelée à la barre. Elle a raconté son histoire, la voix tremblante, les larmes coulant sur ses joues au bon moment. Elle a parlé de leur projet, de leur rêve de famille, de la façon dont Maxime allait tout m'avouer. C'était un spectacle écœurant de manipulation. Tout ce que je demande, a-t-elle sangloté pour conclure, c'est que les droits de mon fils soient respectés. Il mérite de recevoir ce que son père voulait lui laisser. Quand ce fut notre tour, Maître Dubois s'est levé, calme et posé. Il a laissé Élise retourner à sa place, savourant ce qu'elle pensait être sa victoire. Votre honneur, a-t-il commencé d'une voix posée mais ferme. Ma cliente ne nie pas la liaison entre son défunt mari et sa sœur. C'est un drame personnel et douloureux. Cependant, nous sommes ici pour statuer sur une demande de paternité et de succession. Et sur ce point, nous avons des preuves qui démontrent que toute cette affaire est basée sur une fraude. Il s'est approché du juge et lui a tendu les documents médicaux. Un murmure a parcouru la salle. Le juge a lu les papiers, son visage impassible. L'avocat d'Élise a bondi de sa chaise. Objection, votre honneur. Ces documents sortent de nulle part. Leur authenticité est plus que douteuse. C'est une tentative désespérée de déshériter un enfant. Le masque d'Élise a commencé à se fissurer. Ce sont des faux, a-t-elle crié, en serrant le bébé contre elle. Elle les a fabriqués. Elle veut voler l'héritage de mon fils. Maître Dubois n'a pas scié. Votre honneur, ces documents, dûment authentifiés par l'hôpital Édouard Herriot, prouvent que M. Maxime Chastain était atteint d'une stérilité irréversible, diagnostiquée 1 an avant son mariage avec ma cliente. Il était biologiquement incapable d'avoir des enfants. Le silence dans la salle était assourdissant. J'ai vu le visage de mes parents se décomposer. Par conséquent, a poursuivi Maître Dubois, nous demandons un test de paternité ADN pour prouver que cet enfant n'est pas celui de M. Chastain. C'est là qu'Élise a retrouvé son arrogance. Un sourire victorieux a illuminé son visage. C'est impossible, a-t-elle déclaré, sa voix pleine de suffisance. Et votre avocat le sait très bien. Maxime a été incinéré. Et il était orphelin. Il n'y a aucun parent de sang à qui comparer l'ADN. La demande est irrecevable. Elle pensait avoir gagné. Elle pensait avoir le coup final. Maître Dubois a eu un léger sourire. Il s'est tourné vers le fond de la salle et a dit d'une voix claire, « Dans ce cas, j'aimerais appeler à la barre Madame Hélène Bernard, la mère biologique de Maxime Chastain. » Tous les regards se sont tournés, et j'ai vu le visage d'Élise passer du triomphe à la panique la plus totale. Sa mâchoire s'est décrochée. C'était la première fois que je la voyais vraiment perdre le contrôle. L'effet de l'annonce de Maître Dubois a été électrique. Hélène s'est levée avec une grâce tranquille et a traversé l'allée centrale sous les regards stupéfaits de l'assemblée. Le visage de ma sœur était une étude de l'horreur. La couleur a quitté ses joues, la laissant livide. Mes parents, à côté d'elle, semblaient tout aussi choqués, leur bouche ouverte dans une expression de pure incrédulité. Leur plan, si soigneusement construit sur le mensonge de Maxime d'être orphelin, venait de s'effondrer de la manière la plus spectaculaire qui soit. Hélène s'est tenue à la barre, calme et digne. Je suis Hélène Bernard,
la mère de Maxime Chastain, a-t-elle déclaré d'une voix qui ne tremblait pas, et je suis prête à fournir un échantillon de mon ADN pour déterminer si cet enfant est, ou non, mon petit-fils. Le juge, après un moment de délibération, a rendu sa décision. Compte tenu de ces nouveaux éléments, la Cour ordonne un test de filiation par comparaison ADN entre l'enfant et Madame Bernard. L'audience est suspendue jusqu'à réception des résultats. Les semaines qui ont suivi ont été une torture. L'attente était insupportable, même si au fond de moi, je connaissais déjà la réponse. Élise a essayé de retarder l'échéance, son avocat soulevant des questions de procédure, mais la justice a suivi son cours. Le jour où nous avons été reconvoqués au tribunal, l'atmosphère était encore plus lourde. Élise n'avait plus son air de martyr. Elle avait l'air hagard, cernée. Elle tenait son fils si fort qu'il semblait inconfortable. Le juge est entré. Il tenait une enveloppe scellée. Il l'a ouverte lentement. Le silence était absolu. Il a lu le rapport, puis a levé les yeux vers l'audience. Les résultats du test ADN sont sans équivoque, a-t-il annoncé d'une voix neutre. La probabilité que Madame Hélène Bernard soit la grand-mère paternelle de l'enfant est de 0%. Il n'existe aucun lien génétique. Monsieur Maxime Chastain n'est pas le père de cet enfant. Un souffle collectif a traversé la salle. Le barrage d'Élise a cédé. Elle a éclaté en sanglots bruyants, des sanglots de rage et d'humiliation, pas de chagrin. Son mascara a coulé sur ses joues, ruinant la dernière trace de sa composition. Mademoiselle, a dit le juge, son ton devenant sévère. Vous avez menti à cette cour sous serment. Avez-vous une explication? À travers ses sanglots, elle a balbutié une histoire confuse sur le fait d'avoir eu plusieurs partenaires à l'époque, que Maxime était le plus riche, qu'il était mort et qu'elle pensait que personne ne découvrirait jamais la vérité. Je voulais juste une belle vie pour mon bébé, a-t-elle pleuré. Mais cette fois, personne n'a été dupe. Même mes parents la regardaient avec une sorte de dégoût, réalisant enfin l'ampleur de sa manipulation. Le juge a rendu son verdict sur le champ. La Cour statue en faveur de la défenderesse, Madame Chloé Chastain. Toutes les demandes de Mademoiselle Élise concernant la succession sont rejetées. Mademoiselle, considérez-vous heureuse que Madame Chastain ne vous poursuive pas pour tentative de fraude? La guerre était finie. En sortant du palais de justice, mes parents se sont précipités vers moi. Le visage de ma mère était ravagé par les larmes. Mon père avait l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Chloé, ma chérie, pardonne-nous, a commencé ma mère en essayant d'attraper ma main. On ne savait pas qu'elle mentait à ce point. On voulait juste l'aider, elle est le bébé. Puis mon père a ajouté la phrase qui a scellé leur sort. C'est difficile pour nous, tu sais, depuis que tu as arrêté de nous envoyer de l'argent. L'argent. Au final, tout revenait à ça. Pas l'amour, pas la famille. Juste l'argent. J'ai retiré ma main. Je ne leur ai pas crié dessus. Je n'ai rien dit. J'ai simplement sorti mon téléphone, ouvert leur contact, et appuyé sur « bloquer ce correspondant » sous leurs yeux. Puis, je leur ai tourné le dos, sans un regard en arrière. En sortant, j'ai respiré l'air frais de Lyon comme si c'était la première fois. Mais que fait-on après avoir tout perdu pour tout regagner? Hélène m'attendait sur les marches du palais de justice. Elle ne m'a rien demandé. Elle a simplement ouvert ses bras et je m'y suis réfugiée. Dans cette étreinte, j'ai trouvé plus de réconfort maternel que dans toute une vie passée avec ma propre mère. Nous sommes restés là un long moment, au milieu de l'agitation de la ville, unis par un lien étrange et puissant, forgé dans le mensonge et la tragédie. Dans les jours qui ont suivi, une paix étrange s'est installée en moi. La colère était toujours là, mais elle n'était plus dévorante. C'était une braise chaude qui me rappelait de ne jamais oublier. J'ai pris une décision. L'appartement de la Presqu'île, celui que Maxime et moi avions acheté comme un investissement, était chargé de trop de souvenirs. Chaque fois que j'y pensais, je revoyais ces mensonges. Une semaine plus tard, j'ai donné rendez-vous à Hélène devant l'immeuble. Je lui ai tendu une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « Ouvrez » ai-je simplement répondu. À l'intérieur se trouvaient les clés de l'appartement et un acte de donation. « Hélène, vous m'avez rendu ma vie. Vous m'avez donné la vérité. C'est la chose la plus précieuse que l'on m'ait jamais offerte.
Laissez-moi vous offrir un nouveau départ. Les larmes ont coulé sur ses joues. Je n'ai jamais eu de fille, a-t-elle murmuré en me serrant dans ses bras. Moi non plus, je n'ai jamais vraiment eu de mère, ai-je pensé. 4 mois ont passé depuis ce jour. Ma vie a radicalement changé. Mon ancienne famille essaie parfois de me contacter par l'intermédiaire de vagues cousins ou d'anciens amis, mais j'ai fait le ménage. J'ai appris que Élise avait dû retourner vivre chez mes parents, sa situation financière étant devenue précaire. J'ai ressenti une pointe de satisfaction amère, mais pas de joie. Leur sort m'était devenu indifférent. Ma nouvelle routine est simple et apaisante. J'ai repris mon travail à plein temps. Stéphane a été un soutien incroyable. Notre relation professionnelle s'est transformée en une belle amitié. Et chaque jeudi soir, je dîne avec Hélène. Nous ne sommes plus 2 femmes unies par la trahison d'un homme. Nous sommes 2 amies. Elle me raconte des histoires de Maxime enfant, avant que les mensonges ne prennent le dessus. Étrangement, cela m'aide à faire mon deuil. Cela me permet de croire qu'une partie de l'homme que j'ai aimé a réellement existé. Hier, j'ai rejoint un club de randonnée. Le week-end prochain, nous partons pour une excursion dans le massif des Bauges. L'idée de marcher pendant des heures, entourée par la nature, me remplit de joie. Je planifie même mes premières vacances en solo, un voyage en Italie, un rêve que j'avais mis de côté. Parfois, en me regardant dans le miroir, je vois une femme différente. Les traits sont les mêmes, mais le regard est plus fort. Plus lucide. J'ai appris la leçon la plus dure qui soit, le sang ne fait pas la famille. C'est l'amour, le respect et la loyauté qui la créent. J'ai perdu la famille dans laquelle je suis née, mais j'en ai trouvé une nouvelle, une famille de cœur. La vie ne nous donne pas toujours ce que nous avions prévu, mais parfois, elle nous donne exactement ce dont nous avons besoin. Mon histoire est une histoire de trahison, mais c'est aussi une histoire de renaissance. Si mon histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like pour me soutenir. J'aimerais beaucoup lire vos expériences. Avez-vous déjà dû faire face à une trahison familiale? Comment avez-vous réussi à vous reconstruire? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Et surtout, si vous voulez suivre d'autres histoires de résilience et de vérité, abonnez-vous à la chaîne. Merci de m'avoir écouté.